first man underground, c'est celui qui va et qui ouvre... Il arrive tout seul et puis il prend sa liste de prospects, il va les voir un par un, il fait les 40 premiers clients. En France, on a souvent cette culture du produit parfait. En Amérique, on va d'abord t'annoncer... la magie. Le Monts et Merveilles. Le miracle. Et puis à un moment, on va te ship un produit 6 mois, 9 mois après, qui fera pas forcément tout ce qui était dans la promesse. Moi, j'ai pas envie d'être encore celui qui dit l'IA. Il n'y a pas eu une rupture comme ça dans l'histoire de l'humanité, en fait. Dès que tu parles, en fait, tu te rends compte que tout le monde va pas bien tout le temps, 100% du temps. Donc, je pense que la santé mentale, c'est hyper important. C'est la maladie du siècle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Adrien Nussenbaum, cofondateur et co-CEO de Mirakl, l'une des scale-up françaises les plus emblématiques. Fondée en 2012, Mirakl permet aux entreprises de lancer et piloter leur propre marketplace en s'appuyant sur une plateforme SaaS complète et modulaire. La promesse, offrir à ses clients, de Carrefour à Macy's, en passant par Leroy Merlin, Decathlon, tu nous en diras plus, la capacité de scaler leur catalogue, leur offre et leur chiffre d'affaires sans les contraintes de gestion de stock. Ça, c'était la promesse au départ. En quelques chiffres, Mirakl, c'est plus de 400 clients dans 40 pays, plus de 11 milliards de volume d'affaires générés sur les marketplaces opérés via Mirakl et 170 millions d'ARR, de revenus annuels récurrents. Mais au-delà des chiffres, c'est une stratégie produit ambitieuse avec 4 produits, donc plateforme, Connect, Ads et Nexus, le petit dernier, pour adresser les besoins aussi bien des opérateurs que des vendeurs sur les marketplaces. Donc, si tu veux bien, on va revenir vers toi sur 3 moments. Donc, plutôt les débuts, ton parcours, le 0 to 1, comment tu as eu cette idée au départ de Mirakl. Ensuite, le scale, les 2 pain points. Et à la fin, un petit peu ta vision, où est-ce que tu vois, comment tu vois le e-commerce dans les années à venir, la place de Mirakl. Et voilà. Bienvenue. Bienvenue au podcast. Bienvenue à vous, à Londres. Hein. C'est vrai qu'on est dans tes bureaux, on peut préciser pour ceux qui regardent la chaîne YouTube, on est dans tes bureaux. En plein cœur de Soho. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous parler un peu de nous présenter Mirakl, son activité, son business model, pour ceux qui ne connaissent pas l'activité? Je me disais, c'est cool, quelqu'un a présenté à ma place et je ne vais pas devoir expliquer ce que fait Mirakl. Mais bon, donc, Mirakl, c'est effectivement un éditeur de solutions logicielles en SaaS. Ça, c'est la description pas très sexy de ce qu'on fait, mais on va dire que Mirakl, c'est une société qui a été créée avec une vision du commerce et des transformations qui affectaient le commerce, notamment dans le cadre du développement et de l'essor du digital et des pressions auxquelles allaient être confrontés les acteurs du commerce, qui sont globalement des gens qui vendent des produits, soit en attirant des clients chez eux, soit en proposant leurs produits à des gens qui font venir des clients. Donc, dans notre monde, on les appelle des opérateurs ou des sellers ou des vendeurs. Et donc, on a assez tôt dans notre parcours identifié que le modèle de marketplace ou de place de marché allait devenir une force de plus en plus importante dans le commerce, parce que c'était le seul business model qui permettait de répondre aux attentes des clients, c'est-à-dire le plus grand choix, les meilleurs prix, avec la meilleure qualité de service. Et qu'il y avait une petite boîte qui s'appelait Amazon, qui était partie d'un petit libraire en ligne et qui était devenu le concurrent numéro 1 de tous les acteurs du commerce, de le retail, mais aussi côté B2B, même dans des secteurs d'industrie plus classiques, qui en tout cas étaient en train de transformer la manière dont les clients achetaient et leurs attentes, etc. Et donc, nous, on a voulu développer une plateforme qui permette à des entreprises qui viennent du retail, mais aussi de la distribution, des fabricants industriels, etc., de pouvoir adopter ce modèle de place de marché et de s'en servir pour transformer leur business. Donc, c'est comme ça que Mirakl est né. Et puis, au fur et à mesure, on a étoffé notre portefeuille de solutions, comme tu l'évoquais, parce que finalement, dans une place de marché, il y a le client, l'opérateur au milieu et les vendeurs, et que ces 3 entités ont des attentes et des besoins. Les vendeurs, ils veulent pouvoir vendre le plus vite possible, sur le plus de canaux possible. Ils veulent pouvoir investir en publicité pour que leurs produits se voient. Les opérateurs, ils veulent pouvoir avoir le plus de produits, que les clients, ça se passe bien, qu'ils soient rassurés. Et puis les clients, ils veulent trouver tout ce qu'ils veulent. Et en fait, finalement, quand on regarde Mirakl aujourd'hui, notre offre de produits, on a cette plateforme cœur, et puis on a un outil qui permet de créer d'investir en publicité, de gérer un réseau publicitaire,
On a des outils autour des services financiers qui permettent aux vendeurs d'être payés, qui permettent aussi de rassurer les clients quand ils achètent. On a un outil qui s'appelle Connect, qui permet aux vendeurs de gérer de manière unifiée et simplifiée leurs ventes sur des dizaines et des dizaines de canaux. Et donc, on étoffe notre portefeuille, on renforce notre écosystème comme ça. C'est une longue réponse. Ouais, Elle a le mérite d'être précise. Hein. et à l'époque, c'était quoi? C'était en 2012 que tu as monté? 2011-2012? En fait, on a créé Miracle avec mon associé Philippe Corot quand on était à la Fnac, Ouais. sur la fin de notre aventure à la Fnac, à qui on avait vendu notre précédente entreprise. Ouais, c'est peut-être intéressant d'ailleurs. Tu peux peut-être revenir là-dessus, parce que tu as dit d'ailleurs dans un de tes entretiens quand tu as été HEC que tu n'étais pas forcément né pour être un entrepreneur, que tu voulais plutôt avoir un parcours, peut-être même investment banking, Goldman Sachs, et que finalement tu t'es retrouvé entrepreneur et tu avais monté plusieurs boîtes en fait avant Miracle. Oui, en fait, moi, j'ai fini par, à part une parenthèse de 3 ans dans le conseil entre ma première et ma deuxième entreprise, j'ai finalement été entrepreneur avant même d'être diplômé. Mais voilà, enfin, ni par atavisme familial, même si quand on regarde autour dans ma petite famille, parce qu'on n'est pas une très grande famille, mais globalement, il n'y a pas de salariés, en fait. Ah oui, d'accord. Bon. Il y a des professions libérales, des médecins, mais voilà. Et je pense qu'il y a peut-être un désir d'impact. Quand on dit impact, on pense tout de suite écologie, etc. Mais Non, de faire de quelque chose de Non, mais significatif. laisser quelque chose, une trace. d'impacter les gens, d'entraîner les gens, d'être acteur un petit peu de sa destinée. Et donc, je pense que ça fait partie aussi de notre héritage familial et de l'histoire de notre famille. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est une structure qui permet d'essayer de se réaliser. Et moi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir à la fois l'envie, le souffle, mais aussi d'avoir des parents qui étaient partis de rien du tout et qui avaient à créer une forme de confort matériel qui faisait que si je me plantais, je serais un peu dégoûté, mais je sais que je n'aurais pas à dormir sous un pont. Et donc, c'est quand même une donnée assez essentielle. Ouais, c'est Mais toujours Ça mieux. aide. Ouais, ça aide. Après, ça peut être un bloqueur aussi, parce que mais bon. Donc, j'ai toujours aimé cette C'est rassurant, en tension. tout Voilà, cas. j'ai toujours aimé cette tension. Et donc, effectivement, Donc, tu avais monté plusieurs boîtes. donc j'avais créé une première boîte quand j'étais à HEC, enfin, pendant mon année de césure, où j'étais en Asie, mais j'avais des amis qui m'ont... En fait, moi, j'ai toujours cofondé des entreprises. Je suis un co-founder professionnel. Donc, parce qu'en fait, les idées... T'en manques pas? Ces idées, il y en a beaucoup, mais ce qui compte, c'est un peu ce qu'on en fait ou comment on les exécute. Et je trouve ça toujours assez rassurant, finalement, d'avoir un associé ou une associée qui te dit, voilà, moi, j'ai une idée, et puis de voir cette croyance, cette passion. Et puis, moi, je suis assez versatile, je m'intéresse à tout. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé, d'ailleurs, à être entrepreneur dans des secteurs... Complètement différent. Dans le gaming, alors, ouais, T'avais monté enfin, quoi, la première, c'était quoi? La première, c'était... ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, c'était un mélange de WhatsApp et Slack 15 ans trop tôt. Donc, c'était autour de l'instant messaging. D'abord, pour les jeunes cool, et puis c'était en 2000, donc vous êtes trop jeune pour... mais bon, Non, ça va encore. Ouais, ça va, ça marche. du jour au lendemain, tout s'est effondré, donc il a fallu recycler le modèle vers quelque chose de moins... Mais bon, c'était amusant de vivre l'éclatement de la bulle Internet à New York. C'était l'époque de l'ICOS et tout ça. 2000. Ouais. Mais moi, j'étais aux États-Unis, donc et tout s'est effondré. Et puis, il a fallu recycler l'outil. Et donc, je me suis dit, bah tiens, si on allait le vendre aux entreprises, au lieu qu'elles fassent du téléphone ou des emails. Donc, j'avais construit tout un modèle de ROI. Si vous faites des messages, vous économiserez tant. Et donc, je me suis retrouvé à vendre du software, en fait, en 2001 aux États-Unis avec ma petite valise. Et bon, je n'avais pas du tout prévu. C'était pas une aspiration particulière, mais je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de convaincre les gens, de comprendre comment ils fonctionnent. Il y a beaucoup de psychologie dans la vente et moi, ça, c'est un truc qui m'amuse beaucoup. Donc, on a fait cette boîte qui, au bout de 3 ans, s'est arrêtée d'une sorte de mort lente, une longue agonie. Et je suis rentré en France et j'avais plein d'idées, mais j'avais pas de co-founder. Alors, je me suis retrouvé à faire du conseil pour les entreprises en difficulté. D'accord, c'est là que tu as fait le conseil. Ouais, ok. Ouais. Et je me suis dit, bah tiens, je vais trouver peut-être une boîte qui va pas bien et je pourrais essayer de la reprendre.
Et ça s'est jamais produit parce que j'étais dans un cabinet de conseil qui voulait être payé. Et le meilleur moyen d'être payé, c'est de travailler pour des boîtes qui vont s'en sortir. Qui vont justement pas faire faillite. et donc j'ai pas mal appris. J'ai parcouru la France, j'ai rencontré des patrons, des chefs d'entreprise, j'ai compris des PME, ETI. Des PME, Ouais. des ETI. Et puis après, pendant cette période, j'ai rencontré mon associé Philippe Corot, grâce à mon épouse que j'avais rencontrée à New York. Donc finalement, Tout ça, tout a un sens finalement. Et Philippe, lui, est un autodidacte, brillant, visionnaire, entrepreneur, passionné de nouvelles technologies. Et donc, il était le parfait complément. J'étais peut-être le parfait complément parce que lui, je veux faire ça. Et je lui disais, mais pourquoi pas des salades bar? Non, la bouffe, j'en ai rien à faire. Mais pourquoi pas... non, le sport, j'en ai rien à faire. Non, bon, ok, bah alors... ok. Mais t'as vite su que tu montrais une boîte avec lui. Bah, en fait, si tu veux, moi, quand je l'ai rencontré... j'étais intrigué par le fait qu'un autodidacte... Moi, je m'étais emmerdé... On a le droit de dire des mots comme ça. Oui, non tu peux. Ouais. Je m'étais On mettra pas de bip. je m'étais emmerdé à faire une prépa, à avoir toujours... En plus, je suis un peu hypocondriaque, donc c'est bien parce que j'étais IPSUP et on était devant Notre-Dame et il y avait l'Hôtel Dieu juste à côté. Donc T'étais bien. je connais très bien les urgences de l'Hôtel Dieu parce que j'ai tout eu, hémorragie cérébrale, enfin des fausses, hein, mais... Et donc... Tu t'es emmerdé pour en arriver là, et lui Voilà, et tranquillou. donc lui, il n'avait pas fait d'études, il était génie en termes de QI, etc. Et puis en fait, finalement, quand moi, j'avais créé ma boîte en 2000, la première, le marché s'effondrait. Et lui, il avait créé sa boîte en 97. Donc lui, il a connu l'envolée, quoi. Il a ride la vague... il a surfé la vague de l'essor de l'Internet. Parce que finalement, il a emmerdé à faire une prépa. Et... Ouais, voilà, il était là juste 3 ans avant toi. Et, C'est pas que ça, hein, mais Il a osé. Mais donc, je me suis dit, c'est intéressant. Je le regardais comme une créature. Je me disais, je comprends pas. Enfin, puis on était très différents en termes de introverti, extraverti. Et je me suis dit, je veux comprendre. Et puis s'il recrée une boîte, je veux que ça soit une option, quoi. Donc on a appris à se connaître. Au début, il ne pouvait pas me supporter. Moi, je le trouvais très désagréable aussi. Et puis finalement, on a connecté au travers de nos valeurs. Et puis, lui et son associé, qui s'appelait Michael Ziegler, je les ai aidés dans le cadre de la cession d'une deuxième entreprise qu'ils avaient créée. Et après, Philippe a eu cette idée de créer Split Games, qui avait vocation à être une plateforme d'échange de jeux vidéo. Donc une marketplace, mais pas avec de l'achat-vente, avec de l'échange. Quand tu échangeais, tu veux dire les jeux physiques? Des jeux physiques, ouais. PlayStation. Et donc, il m'a dit un jour, avec ton associé, au tout début, il y a une website, il m'a dit, on monte ça, est-ce que tu veux venir? Et comme je dis souvent, parce que je pense à... Je veux dire, on m'a fait un deal que je ne pouvais pas refuser, on me proposait 25% du capital, pas de salaire. Et si j'arrivais pas à lever des fonds dans les 6 mois, ils pouvaient me racheter mes parts pour 1 euro. Et en plus, je détestais les jeux vidéo. Donc, si tu veux. Et on a déjeuné dans un restaurant japonais. Je suis rentré au bureau, j'ai démissionné et je suis parti. Ouais, parce que je me suis dit, de toute façon, le conseil, c'est pas pour moi à long terme. Le problème, c'est que quand on a fait des grandes écoles et tout, on est capable de rester longtemps dans ces boîtes-là, parce qu'on est fabriqué pour, quoi. Et elles ont rien de mal. Je veux dire, les gens sont sympathiques, les gens sont intelligents, les dossiers sont importants, c'est bien payé. C'est même dur de partir. Tu te dis, t'entends, Ça a dû changer depuis les années 2000 quand même. Ils sont plutôt orientés start-up maintenant. Mais... Oui, sûrement. Après, C'était les banques avant, fallait trader. Le conseil. Mon père fait du conseil, donc je vois, c'est assez intellectuel. On voit des situations différentes tout le temps, etc. Mais on est peut-être moins dans l'action que dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel. Concret, ouais. Et puis voilà. Mais bon voilà. Donc moi j'ai dit ok, on y va, banco. Et puis on a créé cette boîte qui s'appelait Split Games. Et en fait, on a levé des fonds avec un VC français. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que en fait, le modèle de troc, on va dire, c'était complètement pas bon. Parce que c'était quoi le modèle? Comment tu faisais? En fait, l'idée, c'est tu avais une cotation des jeux et tu listais ton catalogue. Les gens cliquaient quand ils étaient intéressés par un de tes jeux et on les débitait en points. D'accord. Ils payaient un petit fee par transaction et ils recevaient le jeu. Et toi, tu recevais les points. Il fallait un volume. Mais en fait, voilà, parce qu'en fait, après, tu as des mecs tout le monde voulait les meilleurs jeux. Donc, tu as des gens qui se retrouvaient avec plein de points. Personne ne voulait rendre les meilleurs jeux.
Et au final, il n'y avait pas de fluidité et il n'y avait pas de gratification, ça veut dire, instantanée, en fait. Et alors, quand tu vends un truc, bon, voilà, tu t'es séparé de quelque chose, mais tu as reçu du cash que tu peux utiliser pour autre chose. Donc, en fait, très rapidement, on a dit, bon, ce truc-là, ça ne marchera pas. Il y avait Price Minister à l'époque et 2 fois moins cher, je ne sais pas si vous vous rappelez tout ça, bien sûr. qui étaient les places de marché C2C, début B2C françaises. Et on s'est dit, le modèle est intéressant. On voyait Amazon qui relançait ce modèle en 2005, après l'avoir créé, essayé de tâtonner, arrêter et qui le relançait. Et on s'est dit, on va faire ça sur un vertical spécialisé, donc le jeu vidéo. Et finalement, en agrégeant des vendeurs qui étaient des magasins qui en avaient... Maintenant, il n'y en a plus, ça n'existe plus, mais tous ces magasins, des distributeurs, On va créer... encore qui a résisté. Ouais, on va créer le plus grand catalogue. Et en fait, ça, on a réussi. Puis sur une place de marché, il y a l'offre et la demande. Et c'est toujours un peu le serpent, l'œuf et la poule. Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier? Et en fait, créer la demande, créer l'offre, si tu es commercialement dynamique, c'est-à-dire, moi, je prenais mon téléphone, j'appelais si tu as les bons taux de commission et si ta techno, et ça, c'est important pour la suite, est bonne, c'est-à-dire que la personne, ça va pas lui prendre 3 plombes d'aller uploader son catalogue, ses prix, ses quantités et gérer ses commandes. C'est plutôt facile, entre guillemets, rien n'est facile, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir de la demande, d'avoir de l'offre. La demande, c'est un autre univers. Achat de mots-clés, trafic, Google, search, etc. Et ça coûte très cher, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de places de marché qui ne sont pas adossées aujourd'hui à une marque. Et même certaines des licornes françaises dans ce secteur, la rentabilité est toujours difficile à trouver. Il y a qui dans les grosses licornes, d'ailleurs? Aujourd'hui, les deux... Hors grosses marques. Aujourd'hui, les 2 sociétés françaises qui ont réussi à s'extraire c'est Back Market et Mano Mano dans le bricolage. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le fondateur de Mano Mano, Christian Ressan, était chez Deloitte quand j'y étais. Et quand on était à la Fnac avec Philippe, à qui on a vendu Split Games pour créer la marketplace de la Fnac. Qui a racheté Philippe. Et donc, Christian était venu nous voir avec son associé Philippe parce qu'il se posait la question de créer, ça s'appelait Mon Échelle. Et au départ, ils avaient l'idée de faire plutôt de la petite annonce. Et nous, on leur a dit non, il ne faut pas faire de petite annonce, il faut faire de la place de marché, achat-vente, etc. Bon, enfin bref, parenthèse. Ils peuvent dire merci. On a reçu la première PM de chez Mano Mano aussi, Chloé Martineau. Et donc voilà, donc en fait, bref, on a pivoté le modèle de Split Games très rapidement. Ça n'a pas du tout plu à nos actionnaire. On a décidé de se séparer, on a pris des risques puisqu'on les a rachetés, et puis on s'est dit, en fait, il faut aller sur un modèle de place de marché beaucoup plus... pas de verticale particulière. Si, c'est sur vertical, mais c'était achat-vente, il n'y a pas de points, de troc, de trucs comme ça. Et quand tu dis que c'était facile, entre guillemets, de trouver l'offre, c'est vrai que tu peux imaginer que pour un reseller, augmenter son réseau, avoir plus de points de vente, etc., même si c'est virtuel, c'est plus facile. Mais d'un autre côté, à l'époque, ça se faisait quand même pas tellement. Les gens étaient habitués, je produis, je stocke et je vends. Il y avait quand même... tu veux dire c'était de l'e-commerce traditionnel? Oui, à l'époque, c'était pas forcément... Oui, non, en fait, voilà, on parlait de Philippe et moi tout à l'heure. S'il m'entendait dire que c'était facile, il dirait que je dis n'importe quoi. Mais il fallait... c'était comme j'ai dit quand même qu'il fallait une plateforme technologique de très grande qualité pour fluidifier tous les process. Et ça, c'est pas du tout évident, puisqu'une place de marché, c'est assez complexe. Il fallait se bouger pour contacter tous ces acteurs, les convaincre, leur dire... que ça valait la peine d'essayer, même s'ils te disaient non, moi je suis déjà sur eBay ou je suis déjà sur Pixmania, Price Minister, etc. Il n'y a pas le bon coin. Et donc oui, rien n'est facile, de toute manière. Sinon, mais parce qu'aujourd'hui, ça paraît un peu... Après, c'est toujours les entrepreneurs qui disent c'est impossible et tout. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, on va pas... Non, mais c'est intéressant de dire c'était quoi le challenge à ce moment-là. Ça me fait penser à la série Spotify où le gars, il a quand même bousculé tout le business model des maisons de disques. Ouais. Donc, il fallait quand même taper fort, quoi. Non, mais ça, on l'a... En fait, si tu veux, les fournisseurs auxquels on faisait appel pour devenir vendeur,
c'était aussi des acteurs économiques qui étaient en train de se faire... qui sentaient que Ils voyaient que ça tournait. Alors, le problème, c'est que le mur, les gens, ils le voient souvent quand ils se le sont pris. Soit parce qu'ils refusent de le voir, soit parce qu'ils sont myopes. Donc, il y avait pas on avait créé le fonctionnement de manière à ce qu'il n'y ait pas grand-chose à perdre pour eux. Quand on a créé Miracle ensuite, et même quand on a été racheté par la Fnac, parce qu'à la Fnac, on a été racheté par quelqu'un, on va dire 2 personnes qui avaient vraiment une vision de la nécessité pour la Fnac de se transformer. Mais en fait, tout le reste de la Fnac était très opposé au principe de faire une place. Déjà, les gens qui travaillaient dans les magasins pensaient que le site e-commerce de la Fnac les concurrençait. Et donc, la marketplace, c'était devenu le concurrent du site e-commerce, alors que c'était intégré dedans, qui lui-même était le concurrent des magasins. Donc, nous, on était le Darth Vader des magasins. Mais bon, petit à petit, avec l'éducation, avec comprendre la psychologie des gens, essayer de trouver les ressorts. Est-ce que ça relève de la peur? Est-ce que ça relève du manque de connaissances? Est-ce que ça relève d'une perte de pouvoir, etc. Et donc, si on décompose les ressorts psychologiques des gens et qu'on les adresse un par un, en général, on arrive quand même. Et après, ça nous a beaucoup servi parce que quand on a créé Miracle, où en gros, l'idée, c'était de productiser ce qu'on avait fait à la Fnac pour aller l'offrir à tous les autres. Et à chaque fois qu'on allait voir un client, il nous disait au début, non, mais il va y avoir de la cannibalisation, les vendeurs, ils respecteront jamais les attentes de mes clients. Mes clients, ils viennent chez moi parce qu'ils savent que j'ai sélectionné les produits qu'ils veulent et comme je fais bien mon métier, j'ai tout ce qu'ils veulent. Donc, toutes les fonctions de l'entreprise... une notion de perte d'expertise, quoi. Dire, je prends tout le monde. Il y a toutes les fonctions qui se sentaient à risque. Les achats, parce que c'est une façon de dire, attends, pourquoi un client vient acheter un truc que je n'ai pas acheté moi? La finance, ça va détériorer ma marge parce que c'est une commission, c'est pas du revenu, etc. Donc on a adressé tout ça. Miracle, pourquoi Miracle? C'était comme ça ou il y avait le nom? Ouais. En fait, quand on a commencé à réfléchir avec l'entreprise, avec Philippe, on se posait la question du nom et on se disait qu'en fait, ce qui avait bien marché à la Fnac, c'est que la Fnac, ils n'avaient pas de marketplace. Ils avaient racheté une société qui était une marketplace. On avait extrait de cette société le socle technique. Puis on l'avait pris et on l'avait connecté au socle technique, au socle e-commerce de la Fnac. Et pam, c'était magique. Ça avait amené du chiffre, des clients. Aujourd'hui, quand vous allez à la Fnac et que vous voyez le petit électroménager, le jouet... Tout ça, à l'époque, c'était pas eux, mais c'est parce que ça a commencé par en marketplace, qu'ils en ont fait ensuite en direct, qu'ils en ont mis ensuite dans les magasins pour remplacer le CD, le DVD, etc. Donc, c'est quand même une grosse transformation. Et donc, on déjeunait, on s'est dit, finalement, notre truc, c'est un peu comme une boîte miracle. Donc, on s'est dit, tiens, Miracle Box. Et puis après, on s'est dit que Box, c'était pourri dans le nom. Donc, on a enlevé Box. Et puis, Miracle.com avec CLE, c'était pris. Donc, on s'est dit, on va faire KL, ça fait un peu... Startup. Un peu start-up, ouais. Voilà. Et du coup, les premiers clients que vous réussissez à signer, c'est qui finalement? Une fois que vous avez réussi à productiser votre produit. Nos premiers clients, le tout premier, c'est une société, un pure player qui s'appelait delamaison.com, qui avait été ensuite racheté par le groupe ADO, qui avait son fondateur qui s'appelait Philippe Trémolière, un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection et de respect, qui a été notre premier client. Il a signé le 12 juin 2012. Ensuite, le deuxième client, c'était une start-up qui s'est montée au sein de la famille Mullier avec un entrepreneur rocker qui s'appelait Ludovic Laurent et ça s'appelait God Save the Kids. Donc, c'était une marketplace. J'ai eu peur sur le premier mot. Là. Et pour les enfants. Et ça, on a signé en juillet 2012. Et puis, le troisième client, c'était... David Larramendy, qui est aujourd'hui CEO du groupe M6 et qui était à l'époque CEO de Mr. Good Deal et qui a signé avec nous le 8 août 2012. Et le quatrième, je vais le citer parce que c'est des gens qu'on aime beaucoup, c'est la famille Ouzé qui nous a retenus au Galeries Lafayette en novembre 2012. De la marque
Ouais, c'est bien pour commencer. Ouais, des beaux clients. Ouais, c'était des beaux clients, des gens sympas, très entrepreneurs dans leur mindset, d'ailleurs, en fait. Ouais. Et qui ont tous cru en l'histoire. Et donc, on leur doit beaucoup. Super. Est-ce que vous voulez passer au scale ou est-ce qu'il y a encore des questions sur la première partie que vous voulez creuser? Point de scale, d'ailleurs, je crois que en plus, tu es arrivé vite, on voulait reparler des US. C'est un thème en ce moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous posent des questions en disant, alors, on a besoin d'aller aux US. Il y a forcément une certaine dynamique là-bas. On a fait pas mal de podcasts sur le sujet. On avait eu Arnaud de Lacoste qui avait racheté Citel pour 800 millions et qui nous avait raconté comment, en fait, les Français se mettaient beaucoup de limites eux-mêmes parce que finalement, oui, tout était différent, etc. Mais qu'il fallait y aller, il fallait manger un peu la poussière et on y arrivait. Il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. On a eu Guy de Guardian aussi, Eric Fourier, qui a été aux US. Et je sais que toi, tu as été très vite aux US. Est-ce que tu peux revenir sur un peu pourquoi tu y as été? J'imagine que forcément, tu avais une histoire de marché adressable en France qui restait probablement assez petit. Tu avais déjà été aux US. Et puis, tu nous expliques un peu ta vision de la différence culturelle de ces Français qui vont là-bas. Et en fait, comment un entrepreneur demain, s'il a envie d'aller aux États-Unis, comment ça peut l'aider? Ouais. Parce que tu étais tôt, non, aux US? En fait, nous, quand on a créé la société, on s'est dit, les marketplaces, c'est un mouvement mondial. Donc, si on veut créer une grande boîte, et comme on n'était pas à la première, et qu'en plus, on avait la chance d'être deux fondateurs qui se connaissaient bien, qui se faisaient confiance, etc., on a toujours eu cette envie d'aller à l'international, parce qu'un éditeur de logiciels, s'il n'est pas international, il n'est pas. Ouais. En tout cas, dès le départ, tu te l'as dit. Ouais, c'était une évidence. Et même dans la tech, j'imagine que tout était prévu dès pour. 2013, moi, je venais ici à Londres tous les mardis matins jusqu'au mercredi soir. Et j'essayais de signer des premiers clients. Ouais. T'habitais encore à Londres? T'habitais à Paris? J'habitais à Paris, je venais, je faisais retour. Mon frère habitait ici, je dormais dans son appart jusqu'à ce qu'il rencontre sa future femme qui a transformé la chambre d'amis en dressing. Et donc, le message est passé. Et t'étais marrant. Et donc j'avais un clic-clac au milieu de ses chaussures à plateforme. Mais j'adore Gabi. Et donc c'était très tôt dans la culture, dans la manière dont a été pensée la tech, comme tu disais. Et en fait, en mai 2014, donc la boîte avait 2 ans, un peu plus de 2 ans, on s'est inscrit à un truc qui s'appelait le French Tech Tour, qui était organisé par l'ancêtre de Business France. Ouais. Business Invest, ouais. France Invest. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et donc, c'était à San Francisco, et tu étais sélectionné. Et en gros, c'est une sorte de voyage d'études. Sympa, quoi. Sympa, ouais. Et donc, on avait déjà commencé à ce moment-là à parler de partir aux États-Unis, ce qui occasionnait des drames familiaux, puisque ma maman, que j'adore, en bonne mère juive, qui avait du mal à envisager que tu partes. Le départ de son cousin. Qu'on parte, et surtout avec les petits-enfants. Il y avait les petits-enfants. Il y avait 2 déjà, petites. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à faire ce tour, et moi, je voyageais tout le temps, j'étais assez fatigué, et j'ai été, il y a un matin, je me promenais à côté à San Francisco, le long je marchais, et puis j'ai été pris d'une sorte de vertige, et comme un bon hypocondriaque, ça m'a vachement angoissé. Et donc je me suis dit, et j'ai commencé à faire une sorte de bloc à l'idée de partir. Je me suis dit, ça va être une catastrophe, tout le monde va être déraciné, chamboulé, etc. Et au même moment, on avait un citizen, quelqu'un qui s'appelle Kamal Kirpalani, qui avait investi dans notre Series A en tant que business angel, que j'avais rencontré par mon meilleur ami, et qui était un commercial et un first man on the ground exceptionnel, qui avait passé 16 ans à Paris pour lancer des startups américaine en France. First Man Underground, c'est celui qui va et qui ouvre... Il arrive tout seul, et puis il prend sa liste de prospects, et il va les voir un par un. En rugby, c'est le première ligne. Voilà, il fait les 40 premiers clients. Quoi. Ouais. Et donc, Kamal, lui, avait envie de retourner aux US. Et donc, comme je discutais avec mon associé, et que j'étais pas très bien dans ma tête à ce moment-là... T'étais pas sûr de vouloir partir? Non, je savais que ça se ferait, mais j'ai traversé une
sorte de burn-out enfin aujourd'hui, enfin on peut mettre ça dans le bucket burn-out, mais voilà. Et donc mon associé m'a dit, écoute, il y a toujours des solutions. Kamal, il veut rentrer aux US. Pourquoi on lui proposerait pas d'aller lancer le bureau? Et donc en fait, Kamal est parti en septembre 2014 et moi je l'ai rejoint tranquillement 7 mois après, et on s'est retrouvés 2 plus 2 autres jeunes qui nous ont suivis. Quand tu dis rejoint, c'est pas indiscret, t'as bougé avec ta famille à ce Oui, moment-là? ma femme, enfant. Côte Est. Côte Est à Boston. Voilà. Et Boston, les gens disaient souvent pourquoi Boston, parce que et en fait la raison c'est que c'est tout près de Paris, c'est calme, et Kamal avait un appartement déjà là-bas. Et ayant vécu célibataire à New York dans les années 2000, j'avais vécu ce qu'il y a de mieux à New York. Voilà. Boston, c'est plus famille, plus européen. Et donc, j'avais envie un peu aussi de calme, d'un environnement. Et puis Boston, c'est quand même un peu la Silicon Valley de l'Est. Hein, historiquement, dans les années 60, 70, il y a toutes les boîtes de semi-conducteurs et d'informatique. Et biopharma. Le MIT, la pharma, etc. Donc, super écosystème. Et c'est comme ça qu'on est parti aux US. Et en fait, à l'époque, ce qui est marrant, c'est que on était tellement la tête dans le guidon qu'on avait l'impression que Miracle, ça faisait 20 ans qu'on... En fait, ça avait 2 ans et demi, quoi. Donc, on était une toute petite boîte. C'était quoi, à peu près, vous étiez combien je à crois l'époque? quand on a fait ma farewell, en juin 2015, il devait y avoir 30 personnes, 25-30 personnes. Et en fait, on était, entre guillemets, pas du tout préparés en termes d'organisation, de succession, à ça. Mais je pense que... tu parlais de rugby. Enfin, maintenant, je connais pas bien le rugby, mais moi, je le vois comme un truc où les mecs, ils foncent tout droit et ils essayent de défoncer... C'est normal, t'aimes bien le football. Ils essayent de défoncer la ligne de devant et puis on voit bien ce qui se passe. On se retrouve par terre. S'il a mal ou pas. Il y a le ballon qui traîne, il y en a Chabal. qui le récupère. C'est l'image de Chabal, voilà. quoi. Donc, un peu, si tu veux, dans l'entrepreneuriat, je crois que moi, j'ai toujours été adepte de la post-rationalisation parce que si tu essayes de réfléchir avant, tu fais pas. Tu vois, le nombre de gens qui me disent « Ouais, j'ai réfléchi à créer une boîte. » En fait, il y a aucune... Enfin, c'est très rare. Enfin, je mets au défi quelqu'un de venir me voir et me dire « Voilà, j'ai un business plan, l'idée est parfaite, le marché, je le maîtrise grave, j'ai l'équipe parfaite. Ça fait un beau deck, mais en général... C'est sûr de marcher. T'as pas 2 millions. Non, mais je veux dire, donc tu y vas et souvent tu te plantes, hein, d'ailleurs. Mais... Et donc tu avais la conviction qu'il fallait que tu y ailles. C'est-à-dire que moi, c'était un peu... c'est ton destin, ces trucs des inconnus. Ça, ouais, c'est ça, c'est ton destin. Ouais. Ça, on est encore dedans. Hein. Puis à un moment, tu sais, c'est la prophétie qui est autoréalisatrice. C'est que tu en as tellement parlé que même si tu n'as plus envie... Tu sais, c'est comme, moi je déteste j'ai le vertige, mais comme j'ai peur pour mes enfants, à chaque fois elles veulent faire du sauter d'un pont, sauter d'un truc. Et moi j'ai les jambes qui sont comme ça. Puis au final, t'as le mec, toujours le gars un peu route là, de l'Aveyron, il te balance et puis à la fin, ça se passe très bien. Et puis ouais, normalement. Et donc voilà, tu y vas et puis Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que tu vois, il faut vraiment qu'il y ait un des fondateurs qui se déplace et qui aille sur place pour ce marché. Parce qu'à la fin, t'as quand même créé une deuxième boîte en fait, une deuxième boîte dans la boîte, vous êtes reparti à zéro et... Écoute, je pense que dans le B2B, ouais, je vois pas comment tu montes une start-up aux US early stage sans un fondateur. Dans des business plus consumer, enfin quand je dis B2B, c'est-à-dire que ouais, tu dois aller faire de la prospection, il faut se montrer, il faut les rencontrer. Je te parle pas d'un truc où tu peux gérer des campagnes avec des tunnels de conversion. Ouais, mais même, tu vois, Yves Benchimol, Word, il nous a dit, pareil, j'ai dû y aller, quoi, à la fin. Mais, parce qu'après, si tu veux, tu as le côté business, acquisition de business, et puis tu as le côté quand même gestion du business. Et après, voilà, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et puis, il faut créer une culture. Donc oui, moi, les règles du travail sont différentes. Les règles, aux États-Unis, tout était différent. D'abord, tu sais, souvent je dis un truc, USA, c'est comme, alors je vais essayer de m'en rappeler, mais
bien sûr, je vais oublier, mais en gros, le U, c'est unwanted. C'est-à-dire que quand tu vas monter ta boîte aux US... Personne t'attend. Bah, ils en ont rien. En fait, personne t'attend. Et nous, on avait fait une levée de fonds avant pour y aller de 15 millions d'euros, ce qui était un beau tour de table de Series B pour une boîte française. Genre, t'arrives à la base et... Argent de poche. À zéro, quoi. Non, mais genre, on s'en fout. Tes investisseurs, ils les connaissent pas. Toi, ils te connaissent pas. Personne t'attend. Il n'y avait pas de concurrent de Miracle aux États-Unis, donc c'est même pas comme si on venait pour challenger un existant. Donc voilà, d'une part, on n'avait pas besoin de toi. Après, il y a un côté lost in translation aussi. Il y a un côté Sisyphe. Le S, c'est Sisyphe. C'est que moi, je me rappelle, j'embauchais des gens et toutes les semaines, quelqu'un qui venait me voir, il fait « Hey, do you have 5 minutes ?» Et je savais que c'était pour démissionner. Je me disais « Ah putain, on va encore recommencer. » Comment tu dis, Sisyphe? Mythe de Sisyphe. Tu pousses ta pierre et puis tu retombes tout le temps. Et tu me disais, t'as eu quoi, 2 tiers des gens qui sont partis. Enfin, je sais pas, c'est l'ordre de grandeur, quoi. Ouais, enfin, sur la première année et demie, mais parce qu'aussi, si tu veux... Tu te cherches et puis les gens, ils se précipitent pas devant ta porte pour passer des entretiens non plus. Donc on a quand même amené... On s'est appuyé sur quelques... Par exemple, il y avait un jeune qui faisait du business développement pour nous à Paris en apprenti, qui s'appelait Henri Vallée, qui était un mec super, état d'esprit génial, bonne valeur, go-getter, enfin plein de talent. Et puis il a dit, moi, je voudrais partir aux États-Unis avec toi. Et il est venu. Et ça fait partie des gens qui ont permis que la greffe prenne, il est toujours là, hein, donc il a 12 ans de Miracle, 13 ans de Miracle. Ouais, c'est une femme, 3 enfants aux États-Unis. Ça y est. Et il est américain, et là, lui. Bah, il va. Mais donc voilà, on a essayé de créer cette greffe, on a essayé de mettre en place on avait un truc, quand les gens étaient recrutés, dans notre package, on leur disait qu'ils avaient le droit à un week-end, un billet d'avion aller-retour pour eux et leur plus one à Paris. On a instauré des apéros. Moi, j'interdisais aux gens de manger devant les ordinateurs. À un moment, j'aurais payé des cours de français, mais on était dans un open space et je voyais à quel point ils étaient complètement nuls. Donc, à un moment, on a arrêté. C'était peine perdue. C'est trop ambitieux. Mais petit à petit, si tu veux, je sais pas, 3 recrues, il en restait un. 3 recrues, il en restait un. Et puis aujourd'hui, tu as un socle d'une dizaine de personnes à Boston, sur les 120 personnes qu'on a aux US, qui font partie de cette génération Miracle USA 2015-2017, qui sont... Le A, t'as pas dit. Le A, c'est... le A, c'est qu'il faut des... Merde, comment on dit? Pardon. En gros, qu'il ne faut pas y aller seul. C'est pas assistance, mais te reviendra. Ça me reviendra. Mais j'avais fait ça pour une conférence. Mais en bien gros, c'est qu'il faut... Ah oui, allies. Voilà. Il faut des allies. Et donc en fait, il y a tout un travail à faire. Dans le réseautage, tu dis sur place? Ou c'est ça que tu veux dire? Non, mais il faut aller voir les grands cabinets. Enfin, dans mon cas, c'était les grands cabinets de conseil, les grandes sociétés de... Il faut être identifié. De logiciels informatiques. Parce que, tu vois, tu peux pas y aller seul. Donc, on a mis en place des partenariats de SAP à Microsoft, BCG, McKinsey. Enfin, c'est un peu le spectre. T'as maillé voilà. le territoire, quoi. Ouais. Et du coup, avec le recul, gérer une société, du coup, il y avait l'autre cofondateur qui était resté à Paris. C'est compliqué de gérer, en fait, en duo à travers l'Atlantique, une boîte comme ça à 2 vitesses. Alors, je peux pas généraliser. Dans notre cas, la première année, elle a été très compliquée. Parce que... après, c'est toujours un peu psychologique, mais moi, si tu veux, j'étais en situation d'échec. Parce que tu arrives, tu signes rien, donc tu te dis constamment est-ce que ça va marcher? En plus, je vais pas faire pleurer, mais j'avais 2 petites filles, je passais mon temps dans les avions. Ma fille, elle me disait encore aujourd'hui, elle a 17 ans, elle me dit mais tu te rappelles plus, papa, quand on arrivait à Boston, tu voyageais tout le temps, travaillais tout le temps, tu étais très stressé, tu nous criais dessus. Et quand j'entends ça 10 ans après, je me dis ça doit être vrai. Enfin, j'ai merdé quand même. Hein. Et alors que bon, bref, j'ai toujours tout fait pour mes enfants, mais non, mais c'était complexe. Donc c'est complexe.
tout coûte plus cher aux États-Unis. Donc, si tu veux, vues de Paris, Le rêve américain. les gens, tu vois, on devait toujours tout expliquer, tout justifier. Donc, moi, j'en voulais un peu aussi à mon associé, aux gens de Paris. Je me sentais pas compris. Et puis, nous, on avait toujours travaillé sur une table avec 2 ordis l'un en face de l'autre. Donc, les gens venaient lui parler, il me parlait. Les gens venaient me parler, il lui parlait. Donc, on a toujours pris les décisions à 2, même si théoriquement, lui, c'est plutôt le produit et moi, c'est plutôt, on va dire, le growth go-to-market. Donc, tout était... Et puis là, en fait, la France, on l'avait laissé... Enfin, l'Europe un peu à l'abandon en termes de management. Heureusement, il y avait une femme formidable qui s'appelle Laure Le Gall, qui est toujours chez nous, qui en est, je crois, à 13 ans et qui dirige tout le revenu pour IMIA, qui a tenu la barre aussi au niveau des ventes. Et donc, à un moment, mon associé m'a dit, écoute, parce que c'est un garçon intelligent, il m'a dit, écoute, j'ai rencontré, on m'a parlé de cette personne, je pense qu'un coach, en gros, qui pourrait nous aider à nous aligner, à mieux travailler ensemble. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Jimmy Anidjar, qui était ancien patron de SAP pour des régions, d'Oracle, qui connaissait très bien le monde du logiciel et qui était maintenant en conseil, et qui nous a aidé à nous aligner, qui aujourd'hui est encore advisor de Miracle et qui participe à notre board et qui est un ami et que d'ailleurs pas mal d'entrepreneurs de la French Tech utilisent parce que je leur ai présenté. Mais voilà. Ça vous a aidé, ouais. Ouais, ça nous a permis d'avancer. Et puis après, les premières victoires sont arrivées et j'avais de la chance. Kamal est très, très talentueux. Et puis petit à petit, ça a pris. La mayonnaise a pris. Ouais. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est le marketing. Et je crois qu'à un moment, tu as dit que c'était un peu le parent pauvre, parce que surtout dans une boîte qui est très tech, où on se focalise beaucoup sur le produit, et peut-être d'ailleurs aussi avec une vision un peu française, où on aime bien se gargariser de la tech, du produit, etc. Et ton sentiment, c'est que c'est un truc qui avait peut-être été un peu laissé de côté, ou en tout cas qu'il fallait et que c'était nécessaire pour scaler de s'attaquer au marketing. C'est un truc dont on parle pas souvent, et on aimerait avoir ta vision sur un peu déjà qu'est-ce que ça recouvre quand tu parles du marketing, et pourquoi c'est un élément clé, notamment pour les US. En fait, si tu veux, moi, je vous parle de B2B, hein. Mais pour ultra simplifier, dans le marketing, il y a, on va dire, 3 grands volets. Il y a le corporate marketing, donc ça inclut le brand, le positionnement, le narratif, la com, les PR. Donc, il n'y a pas vraiment de KPIs très concrets. Il y a le lead gen, tout ce qui est funnel, où en gros, tu as du digital et du physique. Donc, physique, c'est les événements, les salons, tes événements, ceux auxquels tu participes, où là, tu es censé quand même avoir des KPIs. KPI driven, ouais. Alors, c'est là qu'il y a quand même un grand flou, parce que le marketing va compter les leads. Après, on va parler de marketing qualified leads, de sales accepted leads. Mais en fait, au final, j'ai des leads, mais que j'ai pas de conversion. Est-ce que c'est la faute des gens qui convertissent ou est-ce que c'est la faute des leads? Donc, c'est assez dur quand même d'aligner. Donc après, il y a des modèles où, par exemple, nous, on est à passer de cette partie-là du marketing qui reporte au responsable du revenu, ou des moments, ils reportaient au CMO ou à la CMO quand on en avait. Là, ça fait 2 ans qu'on n'en a plus. Là, on va en avoir un. Donc, ça bouge et ça dépend des modèles. De temps en temps, même les BDR, les Business Development Reps, on les met aussi dans le marketing ou dans les sales, etc. Et puis après, tu as le product marketing, qui est en gros, qui couvre tes pitch decks, tes brochures, tes competitive analysis et tes relations avec les analystes. Forrester, Gartner, par exemple, dans le software, que tu payes, en gros. Et donc, typiquement, si tu veux, c'est un truc où quand tu expliques à des Français qu'il faut payer Gartner, en gros, il faut payer des mecs qui n'y connaissent rien. Parce que c'est comme ça que quelqu'un à Francis souvent va dire « lui, il connaît rien ». Aux États-Unis, en fait, si tu rentres pas dans Gartner, dans le software, donc c'est des trucs un peu culturels. Mais ce dernier volet, dans le product marketing, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, je caricature, mais quand tu dis product marketing, qui est une des fonctions clés du marketing, les Français, ils entendent product, les Américains, ils entendent marketing. Et c'est pour ça que, si tu veux,
En France, on a souvent cette culture du produit parfait, alors en Amérique, on va d'abord t'annoncer la magie, le Monts et Merveilles, ce qui va se passer, et puis à un moment, on va te ship un produit 6 mois, 9 mois après, qui fera pas forcément tout ce qui était dans la promesse, mais bon, tu vois. Et je pense que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est une synthèse un peu entre ces deux. Et moi, j'ai un peu été l'instrument de cette synthèse, finalement. Parce qu'on avait la chance d'avoir des équipes tech exceptionnelles à Paris et à Bordeaux. On a moins d'1% de churn dans nos équipes techniques depuis le début de Miracle. Donc, on est reconnu sur la scène technique. Et on avait quand même la chance d'avoir un fondateur qui était au contact du monde du marketing à l'américaine. Et donc, souvent, enfin, je caricature, mais quand je rentre dans une réunion, je vais leur dire je veux que ça fasse du bruit, je veux que des feux d'artifice sur Mars. Enfin, le Wall Street, non? Plus sage. Sans prostituées, sans cocaïne et des nains. Et en travaillant pour de vrai. Mais donc, ça fait quelques différences. Mais non, mais on va dire dans cette histoire de dire... En fait, on est timide en France sur nos savoir-faire. Alors, la mode et le cosmétique font ça magnifiquement bien. Ouais, le luxe aussi. Ouais. Le luxe, il t'inspire. Tu as l'impression que tu achètes un truc exceptionnel. Est hyper et moi, j'ai toujours essayé de dire, voilà, nous, on doit être le Hermès du software. Alors après, ils disent, ouais, vous êtes trop cher, vous êtes le Hermès du software. Mais je dis, bah, tu devrais être content parce que tout le monde fait la queue pour avoir un sac Kelly. Et donc, c'est un peu ça. Mais... Et recruter un CMO, ça a été clé. C'est-à-dire que, en fait, c'est une fonction que tu avais un peu toi, parce que c'est aussi au début, je parle dans tes attributs, voilà. Et ça a été clé pour toi de recruter un CMO, de professionnaliser ce. Pourquoi je te pose la question? On a plein d'entrepreneurs qui me disent j'en ai pas besoin, on va pas recruter, c'est la dernière fonction qu'on va recruter, quoi. T'as ça et le HR. En fait, si tu veux, déjà de dire HR en dernier, c'est que l'entrepreneur il a un problème, mais ça c'est une autre discussion, mais en fait, si tu veux, dans le CMO ou la CMO, tu as plusieurs choses que tu achètes. Tu achètes un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre. Donc ça, c'est quand même, ça te libère du temps, ça fait fonctionner une organisation, etc. Tu achètes éventuellement une compétence spécifique, domain expertise, comme on dit, mais tu vas, je sais pas, tu vas trouver un CMO ou une CMO qui est vraiment super pointu sur le PR ou le truc. Bon, ça va t'amener un plus. Et après, cerise sur le gâteau, tu recrutes potentiellement un ou une CMO qui va contribuer à la vision de l'entreprise. Et en fait, je pense que le dernier point, j'ai pas envie de dire que c'est le moins important, mais c'est le plus impossible ou le plus difficile, surtout dans une super founder-led company. Ouais. Parce que l'entrepreneur, il a cette espèce de schizophrénie où à la fois, il concentre beaucoup de choses et en même temps, il se sent très seul. Et donc, il a cette espèce de... Et dès qu'il lâche, il a du mal quand même. C'est surtout ça. Pas que opérationnellement, intellectuellement. L'ADN de la marque. Oui, et encore, oui, d'ailleurs, oui. Non, je rigole parce que nous, par exemple, on n'a pas changé de logo depuis la création de l'entreprise. Alors que, tu vois, il y a plein d'entreprises, elles lèvent des fonds et puis elles font venir une agence qui passe 1 an et demi à parler à tes clients pour ensuite t'expliquer... en prenant un bloc Pantone pour t'expliquer qu'on va faire une déclinaison du vert foncé au vert clair avec un petit point rond à droite et que... Pour 400 000 euros. Voilà, pour 400 000 euros. Alors, peut-être 150 en France, 400 aux US. Mais bon, et bien entendu que la marque, le logo, ça véhicule des choses, etc. Mais je pense que... Donc moi nous, on a fonctionné sans CMO par intermittence prolongée. Et il y a des... Enfin, je veux dire, tu perds certains aspects, mais on avait la chance de pouvoir s'appuyer sur des... En fait, on a divisé les fonctions, si tu veux. On a pris tout ce qui était demand generation, donc les events, le digital marketing, etc. Et en gros, ça, on l'a mis sous les CRO régionaux. Et puis après, on a un peu dispatché le product marketing, la com, un peu chez moi, un peu chez mon cofondateur. Donc, on a éclaté la fonction marketing. Mais là, on pensait être arrivé à un moment de la vie de l'entreprise où, comme on a lancé des nouveaux produits, qu'on touche des personas différentes, parce qu'avant, on vendait qu'aux opérateurs, maintenant, on vend aussi aux vendeurs, qui sont des entités différentes.
c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui pouvait revenir pour écrire le narratif d'après, quoi, avec nous. Ouais, non mais c'est intéressant ta première vision de le voir d'abord aussi comme un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui te fait gagner du temps et qui du coup va prendre tous les chantiers et les faire avancer. Et puis peut-être quelqu'un qui va t'aider après à la réflexion. Surtout, c'est l'évolution du rôle de CEO à ce moment-là, quand ta boîte elle est en train de passer des étapes. Là, aujourd'hui, ton rôle, tu sens qu'il est en train d'évoluer là avec la croissance. Moi, je pense que d'abord, nous, on est co-CEO, donc c'est déjà un dispositif qui est un peu particulier. On n'est pas ce syndrome de lonely at the top où il faut concentrer tout, etc. On va en parler le 23 septembre. Et puis, je pense que moi, j'ai 48 ans. Ça fait 13 ans que j'ai créé Miracle. Ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. Il y a des choses que tu sais bien faire, des choses que tu sais bien faire mais que tu n'aimes pas faire, et des choses que tu sais pas très bien faire. Et puis, tu as envie... Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de me concentrer sur des choses où on a vraiment de l'impact important. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on est à l'aube, le soleil il s'est élevé même d'une révolution de l'intelligence artificielle. Spécifiquement dans notre univers, c'est le commerce agentique. Ça nécessite... C'est comme recréer une entreprise, en fait. Sauf qu'on s'appuie sur un produit, des ressources, des gens. Mais on ne pourra pas le faire seul. Donc, il faut créer les bons partenariats stratégiques. Il y a une question de positionnement. Il y a une question de brand. Par exemple, on a lancé au début de l'été Miracle Nexus. Et par rapport à ce qu'on disait, pour une fois, on a fait du product marketing, pas à l'américaine parce qu'on avait le produit, mais où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose comme ça. On a mis 48 heures pour redessiner une page sans passer par des books, par des process, par des machins, par des trucs mûches. Et donc, c'est des choses aussi, moi, qui m'intéressent. Et donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, on a une équipe de management où on a des gens très expérimentés. Et c'est vrai que moi, j'ai par exemple quasiment arrêté tous les one-on-one. C'est quand tu es en face à face. Oui, face à face. Enfin, le point hebdo, le weekly, le machin. Parce que franchement, que des gens surqualifiés passent 3 plombes à faire des slides pour venir me présenter un truc, je m'en fous. Je préfère que... Ils ont un problème, ils m'appellent, ils me WhatsApp, ils me Slack, on parle, on se voit. Ils ont une question et moi, c'est plus un mode de fonctionnement qui me correspond. Mais après, mon associé parle souvent de l'hélicoptère. Un patron, ça doit savoir faire l'hélicoptère. T'as pas les mêmes sensations quand tu es au ras du sol que quand tu es en l'air. Et puis, il y a des moments dans ta vie, tu as envie de plus être en l'air, plus au ras du sol, etc. Donc, en ce moment, tu es plutôt en l'air. Là. Moi, je suis globalement, tu fais les deux, je suis plutôt en l'air. Mais j'ai des piquets. Un Apache. Tu vois. Voilà. Ça peut être un gros deal où il faut absolument qu'on gagne et je vais venir en général à la fin. Ouais, et sur cette notion de commerce agentique, tu t'es remis dedans là, tout d'un coup, non ? Ouais, parce que... C'est une belle transition là justement sur le commerce agentique. Comment, parce que en effet, ça va révolutionner un peu le monde du e-commerce dans les années à venir. Comment tu vois la place de Miracle dans ce changement ? Et donc Nexus, comment ça s'inscrit peut-être si tu veux en parler 2 secondes aussi de Nexus pour qu'on comprenne mieux ce que ça fait ? Bah, en fait, Nexus, c'est le fait d'avoir à la fois découplé nos briques clés. Donc, on va dire briques d'intégration et gestion des vendeurs, briques d'orchestration de commandes, briques d'enrichissement de catalogue, et de les avoir donc découplés et d'avoir développé les connecteurs MCP pour se brancher à des IA différentes. Donc, c'est d'avoir rendu notre plateforme agentic ready. Exactement. En plus de s'appuyer sur le fait que ça fait déjà 3 ans, enfin on a toujours fait de l'intelligence artificielle, mais de la Gen AI, ça fait 3 ans que soit on l'injecte, soit on a développé des produits natifs en IA
depuis maintenant 2 ans avec Mistral, avec OpenAI aussi. Mais là, plus peut-être pour nos auditeurs, ce qu'il faut expliquer, c'est effectivement, GenAI, tu l'avais déjà mis, mais là, c'est vraiment la capacité de mettre des workflows. Et donc, du coup, on est des agentiques, donc des bots qui prennent des décisions. C'est vers ça qu'on vient. C'est-à-dire Nous, ce qu'on veut, l'enchaînement. si je vous donne un exemple concret, demain, après-demain, après-après-demain, vous allez sur ChatGPT et vous faites une recherche pour... récemment, je voudrais m'acheter un nouveau vélo pour mon anniversaire, c'est le 28 septembre. On peut contribuer à la cagnotte du vélo. Et donc, j'étais sur... Vélo de route ou VTT, il faut préciser. Alors justement, j'étais sur ChatGPT et je lui ai dit, je voudrais un vélo pas électrique pour Londres, où je peux quand même aller assez vite. Et si je veux m'en servir un peu le week-end pour aller sur la route, je veux, mais j'ai pas envie d'avoir la tête penchée, les fesses en l'air, comme les mecs du Tour de France. Un gravel. Et donc, ChatGPT m'a recommandé un certain nombre de vélos. Et après, j'ai demandé des accessoires, etc. Et donc, j'ai des recommandations différentes. Mais un jour, tu pourras acheter ces choses-là. Donc, si tu veux, pour que tu achètes, il faut que le client, il se dise que la sélection qui est là est la meilleure, que les prix qui sont là sont les meilleurs, que les conditions dans lesquelles je vais sont les meilleures. Et donc, quand tu reprends prix, dispo, service, tu reprends les piliers de l'essor des places de marché, cette constitution d'une taille critique. Donc, tu te dis que pour que ChatGPT, un jour, soit vraiment potentiellement un concurrent d'Amazon ou de Google, il faut qu'en dessous du capot, de ce que tu vois pas, il y ait un moteur de place de marché. Parce qu'il va falloir pouvoir connecter non pas 5 grands retailers qui vont mettre leur catalogue dans le ChatGPT ou les boutiques Shopify qui vont... Il faut connecter le monde, entre guillemets. Et une fois que tu l'as connecté, il faut importer les produits, les catalogues, il faut pouvoir connaître les promotions, les conditions... Gérer la prévente. Gérer la prévente. Et donc, en fait, tu te retrouves à lister les fonctionnalités de Miracle. Et à les enchaîner, du coup. Et les enchaîner. Et donc, en fait, si tu veux, nous, un de nos objectifs avec l'Agentique, c'est de devenir une couche d'orchestration clé de tout le commerce agentique. On parle de ChatGPT, mais il y a plein d'expériences qui vont utiliser des bots. Donc ça, c'est vraiment un des grands axes. Et l'autre axe, c'est qu'on a quand même d'un côté 400 opérateurs de places de marché et des centaines de milliers de vendeurs qui, eux, se posent tous la question de savoir, d'une part, sur leur propre site, comment est-ce qu'ils développent une expérience de product discovery, de découverte produit, de recherche qui intègre ces critères d'IA, et comment est-ce que eux vont s'associer ou pas, parce que par exemple Amazon a décidé de couper ses connexions avec ChatGPT pour l'instant, hein. Et donc nous aussi, on a ce rôle de permettre d'accompagner nos clients dans leur connexion avec le monde agentique. Donc eux, ils vont s'agentifier, participer au monde agentique, et le monde agentique doit émerger. Donc on a ces 3 axes. Et c'est ce ça, que tu expliques, en vérité, on est en train de vivre une révolution sans précédent. Là. Moi, j'ai pas envie d'être encore celui qui dit l'IA. Ouais, mais honnêtement, à titre perso, autant. Je pense que il n'y a pas eu une rupture comme ça dans l'histoire de l'humanité, en fait. Parce que même par rapport au digital, ce que tu décris, c'est une expérience de foi. À côté, en fait, le digital, c'était créer un nouveau canal pour des usages qui n'ont pas changé. La marketplace, ça a été une transformation de business model clé dans le digital. Mais le digital en soi, c'était au lieu d'avoir un magasin physique, j'ai un magasin en ligne. Et je peux acheter de mon canapé au lieu de prendre ma bagnole pour aller. Là, en fait, il y a une... on repense totalement la chaîne de valeur. Et puis surtout... Les comportements. Il y a un acteur qui s'appelle ChatGPT qui aura bientôt 1 milliard d'utilisateurs. Et ça change pas mal, ça, d'ailleurs, le search. Comment tu vois ça, l'évolution du search? Et nous, on le voit déjà, d'ailleurs. On le voit. Je plus sur Google, hein, perso. Aujourd'hui, on est passé en 1 an de 0 à plus de 35% des recherches qui ont 8 ou plus mots dans la recherche.
Tu veux dire sur Google ou Ouais, sur Google. Ah, ouais. Sur Google, sur les sites de nos clients, etc. Parce que même les gosses, aujourd'hui, moi, mon fils est ado, c'est aussi ChatGPT maintenant. Le réflexe. Avant, tu mettais robe bleue. Maintenant, tu dis je veux une robe de soirée pour le printemps qui ressemble à la Reine des Neiges. À la Reine des Neiges. Enfin, Ouais, tu vois. Mais sauf que Google, il va pas te sortir le même niveau de réponse qu'un ChatGPT. En fait, Google, c'est une des boîtes qui va être la plus intéressante à. Enfin, après, il y a eu les rumeurs sur le rachat de Chrome. Parce que c'est une boîte qui a une. Qui à la fois, si elle embrasse l'IA, enfin, qui a toujours essayé de faire du shopping, mais qui n'a jamais réussi. Google Shopping, il y avait le panier, tu pouvais acheter dans Google, etc. Mais il y a toujours eu cette espèce de schizophrénie où 95% de leurs revenus, c'est quand même payé par des gens chez qui ils sont censés envoyer les recherches et par les court-circuités. Et là, maintenant, tu as ChatGPT qui se rajoute dans le mix. Et qui prend le flux. Et qui prend le flux. Et donc, en fait, une des questions qui va être intéressante, c'est de voir si ChatGPT, qui n'avait pas l'idée de faire du commerce il y a 6 mois, va faire une version agent, enfin, va aller sur le business de Google Shopping ou va aller sur le business d'Amazon. Ouais, et puis la différence, c'est que tu as l'impression avec ChatGPT, c'est qu'ils ont humanisé le shopping. C'est plus transactionnel. Tu as l'impression de discuter avec quelqu'un. Alors, tu as l'aspect, ça, ce qui est vraiment nouveau. Ensuite, aujourd'hui, par exemple, Perplexity qui a lancé une fonction qui s'appelle Buy with Pro. Tu as un checkout dans Perplexity qui n'a pas la couche que Miracle amènerait, qui ont bricolé ça en faisant une connexion directe avec Shopify. Bah, c'est tout pourri. Nous, on a fait plein de tests. Comme tu disais, tu parlais de l'expérience post-achat, il n'y en a pas. On a acheté des produits, ils ne sont jamais arrivés. On a reçu des produits qu'on n'avait jamais achetés. On a voulu réclamer, poser on ne peut pas. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une version alpha de... Mais tu as des milliards bientôt d'utilisateurs pour l'un et des centaines de millions pour l'autre. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ouais. Je pense qu'on n'a rien vu encore. On va devoir conclure. Ouais, vas-y, tu as quelques petits mots de conclusion. Bah, il y a eu tellement de choses. Enfin, il y a 2 concepts, moi, que j'ai retenus de l'échange. C'est déjà ça. Je sais pas si c'est un concept. Non, mais j'ai bien aimé le First Man Underground. Je sais pas pourquoi je me le suis noté. Tu vas trouver ton First Man Underground quand tu es en train d'aller ouvrir un nouveau pays. Je sais pas, je me suis mis cette image du rugbyman là, qui rentre dans le pays et qui va un peu l'ouvrir. Non, mais surtout, ce que j'ai retenu de l'échange, j'aurais bien voulu creuser plus, c'est un peu cette espèce de formule que vous avez craquée, qui est l'ingénierie et l'excellence de la tech française avec la culture sales US et marketing US. Cette espèce de doux mix entre les deux et qui fait qu'à un moment donné, vous avez pris le meilleur des 2 mondes et que vous avez réussi comme ça à créer un produit et une marque aussi très solide sur le marché. Parce comme tu dis, en B2B, le défaut qu'on a, c'est qu'on est un peu boring, chiant, enfin surtout en France, je trouve, et qu'on n'a pas cette culture du marketing US où ils sont amazing, ils sont dans des beaux mots, les presse, elles sont chiadées, c'est travaillé. Et tu vois même la différence quand tu fais une conférence en France où tu as envie de t'ouvrir les veines au bout de 2 secondes, et à l'américaine, t'as l'impression qu'il y a Beyoncé qui arrive sur scène, alors que c'est juste un consultant qui vient vendre sa sauce, quoi. Ça, donc, c'est vrai. Nous, on l'a fait depuis le début, ça. D'être Beyoncé? Ouais, j'ai dit, je veux des spots, de la musique. Ah oui, tu fais la keynote à l'américaine. La scène soit bien haute, que les... Enfin, ça, oui, donc t'as adopté ces codes-là. Ouais. Donc voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est un bon petit mix que vous avez bien fait. Je te laisse la main. Écoute, non, d'habitude on a quelques questions perso de savoir ce que tu fais, mais j'avais envie de revenir. Tu as parlé plusieurs fois du zero-based thinking, et j'ai l'impression que chez toi, déjà tu nous disais que tu évites les one-on-one. Ton temps, c'est pour les clients, pour les sujets importants. Et cette notion des zero-based thinking où tu te dis, en fait, je suis capable de remettre tout à plat, et j'ai l'impression que chez toi, c'est sans cesse, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je repars, il faut que j'aille aux US, j'y vais. C'est une philosophie chez toi? Moi, j'aime bien les genèses, d'une manière générale. Donc, c'est bien le commencement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me correspond. Après dans le zero-based thinking, tu as le côté où, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de réfléchir à une organisation en partant de l'existant, et donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'instiller dans notre façon de travailler. C'est pas facile, hein, en réalité. Parce que en réalité, d'abord, les gens, ils sont là. S'ils sont là, c'est qu'ils sont bien. Et on a de la chance d'avoir des collaborateurs qui sont tous d'excellente qualité. Mais c'est vrai, et là,
par exemple, là, on fait les budgets 2026. La guidance pour toutes les équipes, c'est 30% il faut trouver 30% d'efficience. Ce qui ne veut pas dire, je précise, qu'il faut virer 30% des personnes. C'est comment aller créer, grâce à l'intelligence artificielle, dans les changements de travail, de l'air pour faire d'autres choses. Donc ça peut aller on arrête de faire des présentations à la main, et donc si on n'est pas en train de faire des présentations à la main, ça libère du temps. On code différemment, donc ça libère du temps. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé d'instiller, et notamment mon associé qui est vraiment un apparatchik de ça, mais ça se propage bien dans l'entreprise. Mais ouais, il y a une petite success story, non? Un petit use case sympa? Par exemple, c'est un peu... je pense que... je vais en donner deux, parce qu'il y en a un, on a totalement réinventé le support client avec notre portail OneHelp, où on a augmenté la satisfaction client en transformant totalement la structure de l'organisation. Et l'autre, c'est qu'aujourd'hui, Miracle Connect, c'est au cœur de notre stratégie, et sans Miracle Connect, il n'y aurait pas de Nexus. Et que la raison pour laquelle on a fait Miracle Connect, c'est que on a beaucoup tardé à rentrer côté sellers, parce qu'il y avait plein de sociétés qui existaient et qu'on n'avait pas envie de recréer Et on s'est dit, soit on peut réinventer ces process nativement par l'IA, donc créer en gros une disruption de nos concurrents par l'IA native, soit on ne fera pas. Et puis finalement, on a cherché, on a tâtonné, c'est pas été facile, mais on a pu utiliser les modèles grâce à la masse critique qu'on avait créée sur notre cœur de métier pour lancer ce produit. Et aujourd'hui, c'est vraiment au cœur du futur de Miracle. C'est fort probable que ça représente 3-4 fois le chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui à terme. Ouais. Peut-être une dernière question un peu plus perso. Tu l'as évoqué à demi-mot, mais quand on est entrepreneur, on bosse énormément et on compte pas ses heures, et tu l'as mentionné avec ta famille, on arrive souvent à un point proche, quelquefois même malheureusement trop loin, du burn-out. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer justement de se rendre compte de là où on arrive, parce que souvent c'est un peu tard, et comment tu t'arrives à garder ta distance, parce que c'est un job prenant, t'es sur plein de pays. Comment t'arrives à prendre un peu de distance par rapport à ça, et en tout cas essayer de te prémunir contre ça? Je sais pas s'il y a une recette. Moi, je ne sais pas s'il y a une recette. Moi, ma recette à moi, en tant que personne anxieuse, hypochondriaque, avec des considérations existentielles, ça a toujours été un mix d'amour, d'être entouré d'amis, de famille, de psy, de médecins, de coach, et aussi de passion personnelle. Donc moi, j'écris, je produis mon premier film qui va être tourné en octobre-novembre. Donc j'essaie de laisser un tout petit peu de place dans mon cerveau pour des poursuites créatives. Ouais. Mais je pense que en fait le danger, c'est la solitude, en fait. C'est de garder pour soi. Moi, j'ai aucune pudeur. D'ailleurs, c'est un problème. Hein. Je me promène pas à poil dans Sceaux, mais Quoique les Anglais, ça choquerait pas. Ouais. mais je pense que dès que tu parles, en fait, tu te rends compte que plein de gens, que la personne, tout le monde va pas bien tout le temps, 100% du temps. Donc, et les gens, ils sont très seuls dans leur... Bon, et voilà. Donc, je pense que la santé mentale, c'est hyper important. C'est la maladie du siècle, et que c'est pas un tabou, et que ça touche... ça touche quasiment tout le monde, et que donc, il faut... et moi, j'ai un bon setup. Alors après, puis t'as le vélo qui arrive là, le 28. Alors c'est lequel? Moi depuis tout à l'heure, je veux savoir, c'est VTT ou VTC du coup? Non, ça s'appelle hybride. Ah, comme les voitures. Ouais. Donc c'est en gros, c'est carbone, racé, mais avec des roues un peu plus larges, et tu tiens les poignées droits. Et tu tiens les poignées droites au lieu d'être comme si tu faisais les gros trous, là. Le Tour de France. Ouais. Voilà. Et juste une question perso, parce que j'adore Londres, j'ai un coup de cœur pour cette ville. Pourquoi Londres? Alors, Londres, c'est parce que mon frère vit ici depuis 17 ans, que je l'adore, que c'est mon seul frère ou sœur, que ma femme elle a toujours voulu vivre à Londres, et que c'était une façon de rentrer sans rentrer. Entre New York et entre Boston et voilà. Le SAS avant potentiellement un retour et à vraiment Paris, sympa la vie londonienne.
Ouais, Londres, super. Ouais. Tu vis en plein centre? Ouais, Londres, super. Très sympa. Parce que là, ils voient pas les auditeurs, mais on est vraiment dans un super quartier, quoi. Ouais. Très sympa. Avant, il y avait des bars à prostituées. Maintenant, il y a des startups. Tout se perd. Grâce à toi, bravo. Un auditeur que tu peux nous recommander? Un auditeur. Non, pardon, un speaker. Un speaker. Moi, j'aime beaucoup Jonathan Cherki. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais Non, super. Mais pour le coup, qui vit le rêve américain, français qui vit le rêve américain. C'est Marseille, lui, non? Marseillais, ouais. À jamais les premiers. Ouais. Et j'adore Jonathan, et c'est un super entrepreneur, et il y a beaucoup de transformation de son métier par l'intelligence artificielle. Il va au bout du truc, et puis, après, il y a un autre entrepreneur, mais il parle pas français, donc je pense que vous voulez des Français, non? On l'a jamais fait en anglais, mais pourquoi pas. Hein. Tu arriverais, Julien? Un mec super qui s'appelle Daniel Ramotte, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle VIA, qui a fait son IPO au New York Stock Exchange vendredi dernier, et qui est israélien, mais qui vit aux États-Unis depuis longtemps, et qui a créé une boîte où à la base, c'était une sorte de ride share, de partage une app où tu Commute. où ça a optimisé le trajet Mobilité, du taxi pour qu'ils viennent passer les gens sur le chemin. Et il a complètement transformé le business pour devenir totalement au service des municipalités, où il a les bus Google, par exemple, il optimise les parcours. Ouais, les tours, des éboueurs, des trucs voilà, comme ça. donc avec la tech en Israël, le CEO aux États-Unis, et c'est un mec adorable, très gentil. Il faut qu'on aille à New York. Voilà. Ça vous donne une bonne raison d'aller à New York. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment C'était top. super. Bravo. Merci.